Bonsoir, nous sommes ici au Sénat pour un entretien avec Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, porte-parole des sénateurs socialistes. Bonsoir Rachid Temal. Bonsoir. Rachid Temal, vous venez de signer une tribune dans Libération avec un collectif d'élus de gauche, dont Ariel Veil, qui est maire de Paris-Centre, Pernelle Richardot, élu à Strasbourg, encore Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Vous dites oui au rassemblement de la gauche, mais pas au détriment de ses valeurs. Qui déshonore les valeurs de la gauche? Est-ce que vous parlez évidemment de la France insoumise? Les choses sont assez simples. Nous avons fait une campagne autour de Raphaël Glucksmann pour l'Europe, qui s'appelait Réveiller l'Europe. Et donc nous avons porté, avec Raphaël Glucksmann, un certain nombre de valeurs, et notamment de principes également, notamment sur la question, on va dire la question sur l'Ukraine, mais aussi sur le Proche-Orient, et bien évidemment en France et en Europe sur une souveraineté pour développer l'industrie, pour développer la démocratie, pour développer les emplois, la transition énergétique, etc., etc. Nous considérons que cela a fait 14%, et c'est la première liste de gauche. Et nous disons, s'il doit avoir un accord avec la gauche, et nous sommes nous de gauche, et donc sommes pour l'union de la gauche historiquement, d'autant plus dans un moment où l'extrême droite peut prendre le pouvoir en France, avec ce qu'elle a à l'extrême droite de raciste, d'antisémite, quand on connaît son histoire et ses propositions. Nous disons que, pour autant, il faut que nous soyons clairs, et donc ce que nous demandons, assez simplement, c'est qu'il faut s'assurer que ces valeurs que nous avons portées, d'ouverture, soient aussi celles qui seront dans ce contrat de coalition, et que par ailleurs, nous disons dès à présent, au second tour, il ne peut pas avoir d'hésitation. Et partout où il y aura des candidats d'extrême droite face à des candidats républicains au sens dans l'arc républicain, nous appelons à voter pour eux. Voilà c'est un message de clarté que nous portons effectivement avec Patrick Haddad, avec Ariel, avec Pernelle et beaucoup d'autres. C'est un message de clarté de gens de gauche qui disent très clairement les valeurs, c'est absolument tout, et il faut commencer par les valeurs. C'est ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait des combats politiques dignes. Il y a beaucoup de divergences dans ces valeurs au sein de ce front populaire qui se met en marche, Rachid Temal. Notamment, on a appris que le NPA allait soutenir ce front populaire. Le NPA de Philippe Poutou, c'est un peu ceux qui, dès le 7 octobre, avaient publié un communiqué pour apporter leur soutien à cette résistance palestinienne pendant cette attaque terroriste du Hamas. Est-ce que vous partagez ces valeurs ? Je crois que chacun connaît mes positions, elles sont publiques. Je vais pas. Mais comment on fait pour s'entendre alors ? Et je vais vous dire très simplement une chose. Nous réaffirmons, comme l'a fait Raphaël Glucksmann, comme je l'ai fait moi, comme tout le monde, dès le 7 octobre, que nous avons condamné l'attaque du mouvement terroriste et totalitaire qu'est le Hamas. Et nous avons pleuré les victimes israéliennes. Et nous demandons à la fois la libération immédiate des otages et un cessez-le-feu. Parce qu'il faut construire une paix durable dans la région. Donc les choses sont simples. C'est la position que nous avons et que nous porterons. Celles et ceux qui ne sont pas sur cette position-là ne peuvent pas être dans ce mouvement-là. Donc c'est à eux qu'il faut poser la question de leur reniement, de leur évolution ou pas. Nous sommes très clairs, nous restons déterminés. Et vous savez bien que le Parti socialiste, dans les discussions que nous avons eues dans notre parti et que nous portons dans cette coalition qui va, je l'espère, pouvoir prendre le pouvoir, il y aura cette position-là. Ce sera cette position-là. Elle est très claire et très déterminée. Et il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas de changement dans notre position sur la question que nous voyons aujourd'hui, cette guerre qui se passe au Proche-Orient. Néanmoins, il reste quand même des tractations qui continuent. Comment faire pour s'entendre avec certains qui peuvent dire le conflit, ce n'est pas le conflit, importer le conflit, l'antisémitisme au sein de la France insoumise, eh bien c'est pas si important que ça. Il faut battre Emmanuel Macron, il faut battre le Rassemblement national, et c'est ça qui est le principal. Comment on fait pour s'entendre dans ce front populaire ? D'abord, il y a deux choses. Aucune coalition, c'est le cas en Israël dans toutes les coalitions, c'est le cas en France ou d'ailleurs en Allemagne, dans tous les grands pays. Il n'y a pas 100% d'accord, sinon nous serons dans le même parti. Ça, c'est le premier point. Pour autant, sur les valeurs, il ne peut pas transiger. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un antisémitisme résiduel. Oui, ça c'était le 2 juin, Jean-Luc Mélenchon l'a écrit. Nous l'avons condamné, je l'ai condamné. Je crois que, me concernant, beaucoup de gens de LFI m'en veulent mais pour une prise de position. Donc je ne vais pas me renier, et personne ne va se renier. Je vous le redis, les candidats du Parti socialiste et cette coalition-là, cette coalition-là ne changera pas sur ces positions-là. Nous condamnons, encore une fois, ce mouvement qui est le Hamas, et nous condamnons ces agissements, ces massacres et ces viols du 7 et 8 octobre dernier. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Et donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça ne peuvent pas être dans cette coalition. Et donc je continue à dire que ceux qui ont soutenu des mouvements terroristes sont toujours condamnables. Et nous les condamnons.
Et justement, par exemple, lorsque Jean-Luc Mélenchon parle d'antisémitisme résiduel, lorsqu'il écrit ce texte, comment vous pouvez avoir une liste commune avec quelqu'un qui représente cela ? Mais pour moi, je vais soutenir les candidats socialistes. Donc la question qui se pose à lui, c'est comment a-t-il pu écrire cela ? Et aujourd'hui, comment il s'en explique ? Mais ne vous inquiétez pas, si demain nous devions être majoritaires, la politique de la France sera celle que je suis en train de dénoncer. Elle ne sera pas celle de Jean-Luc Mélenchon. Elle sera celle que nous portons, nous, autour de Raphaël Glucksmann, autour du Parti socialiste, qui sera, je vous l'assure, la première force de cette coalition. Oui, mais ce Front populaire, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole en disant qu'il se sent capable d'être le Premier ministre. Est-ce que vous allez le soutenir ? Je ne l'ai pas soutenu en 2022 pour être Premier ministre, je ne le soutiendrai pas en 2024. Qu'il se sente capable, c'est son problème à lui. Est-ce que nous le souhaitons ? La réponse est non. Donc, nous souhaitons, et je l'ai dit à d'autres de vos collègues ces dernières heures, je considère que la première force politique, c'est celle, Place Publique et le Parti socialiste, issue d'élections du week-end dernier, aux élections européennes. Et donc, c'est à nous de proposer un homme ou une femme. Et nous en avons assez dans nos rangs pour être en capacité pour rediriger le pays, et si jamais nous sommes majoritaires le 7 juillet prochain. Mais pourtant, dans ces accords de coalition, il y a plus de candidats à LFI que de candidats PS. Et pourtant, vous êtes je vous donne rendez-vous le 7 juillet prochain pour savoir si à la fin, il y a plus d'élus PS ou plus d'élus insoumis. J'ai ma petite idée. On va parler de la communauté juive en France, qui depuis le 7 octobre subit un antisémitisme croissant. Il y a eu un sondage qui est sorti, qui a été réalisé par l'IFOP, qui a été commandé par le bureau Europe de l'American Jewish Committee. Et pour 92% des juifs français, bien, le parti de Jean-Luc Mélenchon contribue à faire monter l'antisémitisme. 57% des sondés se disent même prêts à quitter la France si un candidat, la France insoumise, arrive au pouvoir à la présidentielle de 2027. Rachid Temal, est-ce que les Juifs de France doivent préparer à faire leurs valises ? Non, les Juifs de France sont français. Ils sont français, ils sont des membres importants de la communauté nationale. Dans mon département de l'Oise, vous le savez bien, il y a aussi une très forte communauté, comme on dit, donc des citoyens qui sont de confession juive. Et je leur parle, il y a toutes les discussions. Je dis que les citoyens sont les uns les autres des gens qui apportent à notre société. Et donc, je souhaite qu'ils soient totalement là en sécurité. Donc, il faut développer la question des forces de police et de maintien, ce que nous faisons. Et je le dis qu'ils sont pleinement français. Et donc, ils ont toute leur place, et bien évidemment, dans la communauté nationale. Et je leur dis, l'enjeu de 2027 sera pour les socialistes de porter un candidat ou une candidate au pouvoir. Donc, je ne serai pas, moi, à faire une campagne pour un candidat de LFI, je leur dis qu'ils ne soient pas inquiets. Mais il faut aussi que les choses se disent, parce que on ne parle pas encore, mais de l'extrême droite dans notre pays, qui pour l'instant a plus de chances d'arriver au pouvoir que quelqu'un de LFI. Je rappelle que dans notre pays, l'extrême droite, c'est celle qui vient, pour certains, de l'OS, et pour les autres, de la collaboration qui, dans notre pays, a participé à la Shoah. Dans notre pays, ces gens-là ont fait le statut des Juifs. Donc il faut aussi mettre cela en perspective. Je le redis. Donc moi, la communauté juive, les hommes et les femmes qui sont dans notre pays juifs, comme dans d'autres confessions, aussi on parlait des musulmans et des actes anti-musulmans qui ont aussi beaucoup cru ces dernières années, nous nous trouvons toujours à leur côté. Pas par choix religieux de ma part, mais parce qu'ils sont citoyens. Et donc moi, je suis rentré en politique à gauche parce que je crois, encore une fois, que quelle que soit votre religion, votre sexe, votre orientation sexuelle, vous êtes citoyen. Et on vous doit la liberté et le respect et la sécurité. Voilà les choses que je dis très simplement à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui peuvent être inquiets. Je peux comprendre leur inquiétude. Je leur dis, la France est le pays qui les accueille. C'est leur pays. C'est leur pays. Et donc, ils sont comme tout à chacun. Et nous avons besoin de tous les Français pour reconstruire un pays plus apaisé. Un pays qui se tourne vers l'avenir. Et donc c'est ça le message que je veux faire passer ce soir. Alors malgré ce message, il y a beaucoup de Français qui ont ouvert des dossiers d'Alia pour aller vivre en Israël parce qu'ils ont tout simplement peur en France. On va aller s'intéresser justement à ce Proche-Orient et à tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que de votre place... Encore une fois, je le redis, le parti qui a fait une coalition qui a fait près de 40% ce dimanche, c'est l'extrême droite de notre pays. Je le redis. Et l'extrême droite... elle a une histoire, elle a des propositions, et le racisme est son moteur. Donc il faut maintenant savoir se rassembler, il faut rassembler la société française dans toutes ses composantes, toutes ses personnalités, tous ses individus. Je crois que c'est important aussi de le dire.
C'est noté, on va parler donc de la diplomatie. Vous, en tant que sénateur, est-ce que vous regardez un peu la politique française au Proche-Orient? Vous pensez que la France elle a toujours une voix qui porte, que ce soit en Israël ou encore au Liban? Je suis même vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Donc, vous voyez bien que c'est des sujets que je suis. Je crois que la France, ces dernières années, a perdu beaucoup sur... Je pourrais parler du continent africain, mais également au Proche-Orient. Et effectivement, il faut qu'elle se réinvestisse plus largement. Elle participe à des financements, notamment via les fonds européens. Mais je crois que politiquement, diplomatiquement, il faut être plus fort. Il faut une voix qui porte. Il faut dire à nos amis, de part et d'autre, ce que l'on pense et que l'on souhaite. Et donc oui, il faut que la France soit plus importante sur la scène du Proche-Orient. Il y a un otage, c'est Louis Arnaud qui vient d'être libéré d'Iran après 2 ans de captivité. Il y a toujours 2 ressortissants français dans la bande de Gaza entre les mains des terroristes du Hamas. Est-ce qu'on en fait assez pour eux? D'abord, moi, je veux... D'abord, je salue la libération de l'otage entre les mains du régime totalitaire et dangereux en Iran, et je souhaite la libération de tous les autres. D'ailleurs, dans quelques jours, je vais recevoir notamment les avocats et d'autres membres de leur famille. Et sur les otages aujourd'hui prisonniers du Hamas, moi, ce que je regarde, ce n'est pas seulement les 2 otages encore français, c'est l'ensemble des otages. Moi, je plaide depuis le 7 octobre pour la libération immédiate de tous les otages. Tous les otages. C'est un préalable au cessez-le-feu pour vous? Et pour moi, c'est le... Ou les 2 vont ensemble? C'est les 2 vont ensemble. Les 2 vont ensemble. Parce qu'il faut effectivement, il faudra le moment venu condamner tous celles et ceux qui ont participé, je parle là d'un point de vue juridique et judiciaire, notamment le 7 octobre, et je le dis, il faut effectivement le cessez-le-feu et la libération d'otages. Il faut la libération d'otages et le cessez-le-feu. Les 2 sont indissociables. Indissociables, parce que moi je pense effectivement aux familles qui se demandent dans quel état est le membre de leur famille. À celles et ceux qui sont dans les tunnels et qui aujourd'hui vivent l'horreur depuis plusieurs mois. Personne ne peut accepter cela. Et en même temps, je regarde également les enfants qui meurent ou les adultes qui meurent sous les bombes à Gaza. Ce n'est pas acceptable non plus. Donc quand on est humaniste, on veut que tout cela s'arrête. On veut que les malheurs de ces gens, de part et d'autre, s'arrêtent. Donc moi, je pense qu'il faut immédiatement cesser le feu, la libération des otages, pour qu'on soit un avenir meilleur. Parce que je crois que le peuple israélien et le peuple palestinien peuvent avoir un avenir meilleur que celui de vivre dans l'horreur et dans les massacres et dans l'interrogation sur son lendemain. Et comment vous voyez cette solution à 2 États? C'est après l'après-politique, la gouvernance, une gouvernance internationale par exemple? Moi j'ai une position peut-être un peu iconoclaste. D'abord, moi je suis pour 2 États. J'ai toujours été pour 2 États. Je suis un ami d'Israël comme je suis un ami de la Palestine. Et parce que je suis ami de l'un et de l'autre, je souhaite que chacun puisse vivre en paix et en sécurité dans ses frontières. La question est comment on y parvient. Alors il y a des résolutions des Nations Unies. Mais aussi on peut regarder du côté de ce qui s'est fait notamment au Kosovo. En Europe, il n'y a pas très longtemps. Dire pendant 10 ans, le Kosovo était une gestion ONU, puis progressivement avec une autorité, comme nous avons au Moyen-Orient l'autorité palestinienne, qui représente, pour les Nations Unies, le peuple palestinien. Et donc on peut imaginer ce passage-là, qui permettrait pendant de nombreuses années de construire ce qui est un État, ce qui est constitué d'un État, pour ensuite pouvoir voler de ses propres aides. Je crois que ça peut être aussi une solution qui peut être portée dans le débat aujourd'hui. Alors pour Emmanuel Macron, c'est pas le bon moment pour reconnaître un État palestinien, au contraire de nombreux pays européens, comme on va citer l'Espagne ou encore l'Irlande. Vous pensez, vous, que c'est le bon moment pour reconnaître un État palestinien, qu'il faut le faire le plus vite possible? Très honnêtement, j'ai du mal à comprendre la position du président de la République. Le bon moment, qu'est-ce qu'un bon moment? Je rappelle que il y a eu un projet de paix en 47, puis 48, puis un certain nombre de guerres. Est-ce qu'il faut remplir les conditions? Moi, je salue l'accord d'Oslo. L'accord d'Oslo n'était pas de savoir si c'était un bon moment. La question était de savoir s'il fallait en sortir. Et donc moi, j'espère que de part et d'autre, des hommes et des femmes vont dire il faut en sortir de cet état de situation-là. Donc le moment, c'est celui qui permettra le plus rapidement d'arrêter le conflit et de commencer à travailler en bon voisinage. Donc le moment est venu, encore une fois, d'avoir un État israélien en pleine protection et des habitants totalement protégés, et d'avoir l'État de Palestine, effectivement, dans les mêmes conditions. Justement, vous parlez d'un État israélien protégé. Israël, justement, est sous les roquettes du Hezbollah. Donc, c'est à la frontière nord avec le Liban. Il y a eu plus de 200 roquettes qui ont été tirées en une journée. Est-ce qu'une troisième guerre du Liban est inévitable pour vous ? Je ne saurais vous répondre exactement, je ne suis pas spécialiste exactement. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il faut que le Hezbollah ne puisse pas faire ses agissements, donc il faudra répondre le moment venu. Et il faut que la France continue à aider Israël dans sa défense, avec notamment son dôme,
comme ça a pu le faire. Non pas la France l'avait aidé, mais on sait très bien que beaucoup de pays avaient œuvré, et c'est une bonne chose, pour que l'attaque iranienne d'il y a quelques semaines soit neutralisée la plus rapidement possible. Donc moi, je souhaite effectivement qu'on puisse neutraliser et faire en sorte qu'Israël ne reçoive pas de roquettes, de bombes, que ce soit du nord d'ailleurs ou sur d'autres frontières. Vous parlez justement de ce dôme de fer. On va faire le lien avec le salon Eurosatory, dont les entreprises israéliennes ont été bannies. Vous n'êtes pas d'accord alors avec cette décision? Je ne partage pas la position qui a été celle d'Emmanuel Macron, effectivement. Pourquoi vous pensez qu'Emmanuel Macron a pris cette décision? Il ne vous a pas échappé que je n'étais pas dans sa majorité. Donc je ne pourrais vous répondre très honnêtement. Je ne vais pas mettre à la place, vous dire des choses que je ne sais pas. Moi, en tant que parlementaire, la question a été posée dans l'hémicycle. Le gouvernement n'a pas su répondre d'ailleurs à la question. Je n'ai pas moins d'informations sur cela. Encore une fois, je crois qu'on peut être entre amis, se dire des choses. On peut dire aux autorités palestiniennes, qui je rappelle est la seule démocratie dans la région, il faut toujours le rappeler, parce que c'est une démocratie, et d'ailleurs on voit tous les jours des mouvements en Israël, quand on n'est pas d'accord, les gens peuvent manifester, ils peuvent voter, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais donc encore une fois, de leur dire que nous sommes en désaccord sur ce qui est en train d'être mené à Gaza, parce que nous souhaitons le cessez-le-feu et nous souhaitons la libération des otages. Pour autant, il n'y a pas de raison qu'on leur interdise l'accès à un salon. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je crois qu'il n'est jamais bon de simplifier et d'avoir une vision simpliste. Voilà. Donc la France doit continuer à parler justement avec ses partenaires. Et donc Israël est un partenaire. Comme je l'espère demain, s'il y avait un État de Palestine, que la Palestine soit aussi un partenaire de la France. Et c'est comme ça que la France retrouvera une position forte. De dire à ses amis, voilà ce que je pense. Et comme tout pays, Israël peut dire à la France, voilà ce qu'elle pense. Ça s'appelle des relations diplomatiques. Je crois qu'il ne faut pas surréagir à cela, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi la décision a été prise, mais je ne la partage pas. On va revenir à la politique intérieure. Tout d'abord, il y a eu ce séisme qui a fait trembler un peu tous les murs des institutions ici. Vous, personnellement, en tant que sénateur, comment vous vivez toutes ces choses? Vous voulez parler des élections européennes? Oui, ou de la dissolution? Élections européennes, dissolution. Comment voulez-vous que les Français comprennent quelque chose? Voilà un président de la République qui a dit les résultats des européennes n'auront pas d'incidence dans la vie française, qui pour autant a fait le choix de s'impliquer très largement. Et puis, une demi-heure après le résultat, a décidé de dissoudre. Personne ne le comprend. Et d'ailleurs, personne ne comprend aujourd'hui les raisons réelles de la dissolution. Je crois que c'est ce qui va expliquer aussi un mauvais score de la majorité présidentielle sortante. Quel est le projet? Pourquoi a-t-il dissous? Avait-il les moyens de gouverner? Il a passé son temps depuis 2022, le président et son gouvernement, a expliqué que malgré la majorité relative, il pouvait gouverner. Rien n'interdisait de continuer à gouverner ce pays. Donc moi, je pense que le président a pris une énorme responsabilité qui peut, ce que je ne souhaite pas, être un énorme danger dans quelques semaines et une tragédie pour notre pays. Les conséquences de cette dissolution et de c'est comme une bombe qui a été lancée dans les partis républicains notamment. Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui voient, par exemple, vous en tant que sénateur, qu'est-ce que vous leur répondez quand vous voyez ce qui se passe avec Éric Ciotti, avec le Rassemblement National, avec Reconquête? Excusez-moi, on dirait des séries télévisées. Non, mais c'est assez... Je trouve ça assez ridicule. Mais c'est pas le vrai sujet. Il ne faut pas se détourner de ce qui va se passer. La question qui nous est posée, c'est est-ce que dans quelques semaines, les descendants de ceux qui défendaient Pétain, qui sont alliés avec des mouvements nazis comme l'AfD en Allemagne, vont ou non diriger notre pays, le pays des Lumières, le pays de la Déclaration des droits de l'homme, le pays qui est la 7e puissance économique au monde, un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un pays qui est doté de l'arme nucléaire. C'est ça la question qu'il faut se poser. Monsieur Ciotti, ou comme d'autres, l'histoire a, je crois, jugé leur attitude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est notre pays et l'avenir de ses citoyens. En interne et en externe. Et là, je crois que M. Emmanuel Macron a fait une faute historique. Et l'histoire ne retiendra pas qu'il a été un jeune président de la République. Elle retiendra qu'il a fait cette faute si jamais, le 7 juillet, l'extrême droite devait prendre le pouvoir. Donc moi, jusqu'au 7 juillet, je vais me battre contre l'extrême droite. Il y a quelques heures, il y a un sondage de l'IFOP est sorti qui donne 35% au RN pour ces élections législatives, 25% à la gauche avec ce Front populaire et 32% à la gauche sans la France insoumise, donc avec une union du PS, des écolos, des radicaux de gauche. Pourquoi le PS se tire une balle dans le pied et continue à être avec le Front populaire? Vous avez peur de gagner?
Non, mais je veux bien que vous voyez dans ce sondage que l'enjeu du Front populaire. Je vous redis que moi, ma position, je veux bien la redire. Mais un instant, vous avez dit juste avant 35% de l'extrême droite. À 35%, on peut être majoritaire, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ça le vrai sujet. Et je vous l'ai dit. C'est ce qui doit inquiéter, je crois, l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est moi pourquoi je vais me battre. Pour le Parti socialiste, je vous l'ai dit, il est dans la lignée de ce que nous avons fait avec Raphaël Glucksmann, Place Publique et le Parti socialiste au moment des élections européennes. Et nous ne changerons pas. Mais sans LFI, nous ne changerons pas. Vous avez plus, vous gagnez plus de voix. Tout le monde sait très bien que je ne suis pas pour LFI. Je vous le redis. Je n'ai pas soutenu la NUPES il y a 2 ans, et à l'occasion des dernières élections sénatoriales, ils ont présenté, LFI, une liste contre moi pour essayer de me faire battre dans le Val-d'Oise. Vous n'allez pas avoir de ma part, je ne suis pas l'avocat d'LFI. Ne cherchez pas à m'expliquer, je ne suis pas là pour les défendre. Je les ai toujours combattus. Donc je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Moi, je suis une gauche républicaine. Justement, quelle est votre gauche? Parce qu'on se pose la question. Oui. C'est très simple. Quelle est votre gauche? Quelle est celle de Mitterrand, la gauche de Raphaël Glucksmann? Quelle est sa gauche? Celle d'Olivier Faure? Quelle est sa gauche, par exemple? Il dit des choses totalement contradictoires. Je vais vous dire la mienne. Oui. Vous interrogerez Olivier Faure. Moi, je suis d'une gauche. Donc même au sein de la gauche, c'est pas les mêmes gauches. Je crois, dans tous les partis, il y a des filiations, des personnalités. C'est normal. Nous sommes un parti démocratique. C'est rare dans le champ politique français. Nous votons à tous les étages. J'en connais pas d'autres partis en France qui font la même chose. Donc moi, je suis fier dans un parti démocratique. Et ma gauche, c'est celle de Jean Jaurès, qui a, vous connaissez ses prises de position, notamment au moment de l'affaire Dreyfus. C'est celle de Léon Blum, qui a porté le Front populaire et qui a pu faire avancer notre pays sur ses droits sociaux. C'est celle de... Ce Front populaire, d'ailleurs, qui est une référence à Léon Blum et qui est problématique. J'ai écrit il y a quelques jours sur les réseaux sociaux que n'est pas Léon Blum qui veut, n'est pas le Front populaire qui veut. J'ai trop de respect pour Léon Blum et le Front populaire et pour l'histoire pour faire la comparaison. Donc ensuite, je suis celle de également François Mitterrand. Je suis celle de Lionel Jospin, celle de François Hollande. Vous voyez, c'est assez clair, je crois, quelle est ma position. Et puis celle avec Raphaël Glucksmann, avec qui j'ai fait campagne ces dernières semaines. Voilà ce qu'est ma gauche. Et je crois que alors, tout le monde ne le connaît pas dans vos téléspectateurs, et c'est normal. Mais tout le monde connaît où est ma gauche. Vous avez cité la tribune que j'ai faite. Tout le monde connaît les prises de position, je crois, humanistes et éclairées. J'ai été ici celui qui a porté pour les socialistes le débat sur le nouvel antisémitisme, sur la question de l'antisionisme, etc., etc., etc. Je crois que tout le monde connaît ma gauche. Voilà, une gauche républicaine, humaniste, ouverte, réaliste et pleine d'espoir. En tout cas, une gauche qui n'irait pas avec LFI, qui ne signerait pas ce Front populaire, parce qu'on sait qu'il y a toujours des tractations, qu'il y a toujours des discussions. Vous pourriez faire cavalier seul le Parti socialiste. J'ai mené une campagne au sénatorial, j'étais tête de liste, il y a encore en septembre dernier, c'est pas très ancien. Je n'avais pas de LFI sur ma liste, et je n'ai pas souhaité de LFI sur ma liste. Et je leur ai dit que je ne les prendrai pas sur ma liste. Je crois qu'être assez clair sur ce que je suis. Voilà. Je sais quelle est mon histoire, je sais d'où vient ma famille, je sais les valeurs que m'ont transmis mes parents. Mes parents sont nés dans un autre pays, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Je suis le premier de ma famille à être né en France, à être né français. Je sais ce qu'est aujourd'hui le rejet, parce que ma famille a pu vivre du racisme, et qu'aujourd'hui c'est toujours la réalité. Je connais tout cela. Et je ne partage pas celles et ceux qui pensent essentialiser un individu en fonction d'un prénom. Voilà. Donc je ne serai jamais avec ces gens-là. Donc je vous le redis, ma gauche, elle est celle-là. Donc moi, je veux bien continuer à tenter de vous expliquer. Mais je n'ai rien à voir avec eux. Et donc vous verrez, comme je l'ai fait en 2022, je soutiendrai les candidats socialistes, parce que les candidats socialistes, je vous le dis, seront sur une ligne extrêmement claire, celle que nous avons portée auprès de Raphaël Glucksmann lors de l'occasion des européennes. Et vous verrez dans les prochaines heures que le Parti socialiste, ce qu'il dira dans sa proposition, il n'y aura pas un sujet, il n'y aura pas un problème. Voilà, moi c'est ma famille politique. Et c'est celle que j'ai même dirigé ce parti quand, après 2017, j'en ai même dirigé pendant quelques mois. Donc, vous voyez, et j'ai même pris des décisions. Si vous regarderez, vous verrez bien ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc là-dessus, très honnêtement, je veux bien qu'on continue à échanger sur LFI, sur l'antisémitisme, mais ce n'est pas ma culture, bien au contraire. Et au second tour, par exemple, comment vous ferez si un candidat du Front populaire face à un candidat du Front populaire NPA? Tout à l'heure, il y a quelques instants, Olivier Faure a dit il y aura des candidats NPA. Oui, bon, il y aura des candidats NPA. Je ne crois pas. Moi, je n'ai pas entendu dire ça d'Olivier Faure. Il l'a dit chez nos confrères de BFM. Ah, moi, je l'ai entendu chez RMC. En tout cas, moi, je ne voterai pas pour un candidat BFM RMC. Alors, sur RMC, il n'a pas dit ça. Alors, il a dit que dans la liste qu'il avait vue, il n'y avait pas de candidat NPA. C'est ce qu'il a dit.
Moi, je n'ai pas vu la liste, mais c'est ce qu'il a dit. Bon, et dans ma circonscription, je ne crois pas qu'il y aurait quelqu'un de NPA, mais je vous le redis, que à chaque fois, je ferai voter j'appellerai à voter pour les candidats de l'arc républicain, parce qu'il y aura face à eux l'extrême droite, soit la famille de M. Bardella, soit de la famille de M. Zemmour. Voilà ce qui va se passer le dimanche 7 juillet. Et vous verrez, j'espère que je pourrai être réinvité, je viendrai vous le redire, je ne changerai pas de position. Donc au second tour, face à un candidat du Front Populaire NPA et LFI et un candidat républicain, on va dire par exemple du parti d'Emmanuel Macron, vous choisissez qui? Mais c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Avez-vous entendu aujourd'hui, vous avez entendu M. Bellamy, ce qu'il a dit? Oui. Il a dit qu'il préférait lui voter RN. Vous avez entendu, monsieur le Premier ministre ou le Président de la République dire ce qu'ils allaient faire au second tour? Le Président de la République a refusé de répondre à cette question lors de l'élection présidentielle. Donc n'inversez pas les choses. Ceux qui ne sont pas clairs, je vous le rappelle que le Parti socialiste a toujours été à la hauteur. À chaque fois qu'il a fallu faire un appel à voter contre l'extrême droite, il l'a fait. Et donc il le fera toujours. Par contre, M. Bellamy a dit qu'il voterait RN s'il y avait un second tour face à un candidat de gauche. Et le Premier ministre et le Premier ministre. Il n'a pas précisé quelle gauche aussi. Ah, mais ça veut dire que face à un socialiste, il voterait pour le RN? C'est intéressant. Ne pas l'avoir précisé, c'est même inquiétant. Donc je vous invite vraiment à demander à tous ces gens-là. Moi, je vous le redis, que je ferai toujours voter le candidat du camp républicain face à l'extrême droite. Merci beaucoup, Rachid Temal, d'avoir répondu à nos questions. Merci.